Alors quand vous voyez mon sujet, c'est le cancer du sein, état des lieux, diagnostic et facteurs de risque psychosociaux. Alors ça serait plutôt une petite introduction au reste de la journée. Alors les objectifs de ma présentation seraient de reconnaître le cancer de sein comme un fléau mondial, c'est un problème de santé majeur, rappeler l'intérêt de dépistage, pas seulement le diagnostic, et puis reconnaître les facteurs de risque psychosociaux du cancer de sein. Alors on va suivre un plan classique, introduction, état des lieux, épidémiologie, les facteurs de risque classiques, le parcours de diagnostic, les facteurs de risque psychosociaux, les implications pratiques pour les médecins, et puis en conclusion. Alors comme introduction, à chaque fois qu'on introduit un cancer de sein dans une conférence, c'est le premier cancer de la femme à l'échelle mondiale et au Maroc. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme. C'est un véritable problème de santé publique. Nette amélioration du pronostic grâce au dépistage systématique, à la meilleure connaissance des thérapeutiques et le développement de nouvelles thérapeutiques. Alors, mais bien sûr, il faut insister à la dimension psychosociale du cancer de sein parce qu'il a un impact majeur sur le délai diagnostique, l'observance et la qualité de vie et possiblement la survie quand on va voir. Alors, je vais commencer sur les données épidémiologiques avec les données du Globocan, la dernière actualisation du Globocan en 2022. Alors, le premier cancer à l'échelle mondiale, tous sexes confondus, c'est le cancer de poumon suivi du cancer de sein. Mais par contre, chez la femme, le cancer de sein reste le premier cancer de la femme et puis c'est la première cause de mortalité avec 15,4%. Alors le cancer de sein, c'est un fléau mondial et un problème de santé publique partout au monde, pas seulement au Maroc. Alors par contre, pour les données du Globocan en 2022 au Maroc, on compte 63 609 cas de cancer, toutes les localisations, et puis avec 36 947 décès, c'est les dernières statistiques. En ce qui concerne le cancer de sein, alors le cancer de sein, c'est le premier cancer au Maroc chez la femme et tous sexes confondus. Alors au Maroc, c'est le premier cancer et la première cause de mortalité par cancer. Alors, quand vous voyez encore, le cancer de sein reste très incriminé au Maroc. Premier cancer et première cause de mortalité avec 58,4%. Alors, les données du registre du Grand Casablanca. Alors, on a actuellement un registre marocain, c'est le registre du Grand Casablanca, et on a un autre registre à Rabat. Alors, les dernières données actualisées en 2024. Alors, toujours le cancer de sein avec 39,1%. C'est le premier cancer de la femme au Maroc. Et le premier cancer gynécologique avec 72,7% de tous les cancers gynécologiques. Alors, au moment de diagnostic, on s'attend tous à ce que ça soit le stade 4, le stade le plus diagnostiqué au Maroc, en tant que pays en voie de développement, mais on diagnostique actuellement grâce au dépistage, aux stratégies de dépistage. La dernière actualité, c'est qu'on diagnostique beaucoup plus de stade 2, de stade 3 et encore les stades 4 et les stades 1. Alors, je vais parler des facteurs de risque classiques qu'on connaît tous. Alors, je vous rajoute rien. Alors, les facteurs de risque classiques, le sexe, rien qu'être femme, c'est un facteur de risque d'avoir un cancer parce que pour les hommes, il n'y a que 1% des cancers de sein qui surviennent chez les hommes. Alors, l'âge, c'est le facteur de risque non modifiable le plus incriminé parce que 80% des cancers surviennent après l'âge de 50 ans. Ceci est logique parce que les dommages d'ADN sont cumulés avec l'âge et puis on aura une maladie cancéreuse. Il faut savoir que le cancer, c'est une maladie du génome. Et puis, le cancer de sein dans la famille, et cette fois-ci, c'est les mutations BRCA1 et 2. Alors, c'est des mutations des systèmes de réparation de l'ADN. Il y aurait des dommages cumulés dans la cellule et les personnes portantes de cette mutation auraient plus tendance à développer des cancers de sein. Alors, juste pour vous dire, c'est vrai que c'est moins de 4%, mais quand on a une mutation BRCA1, on a le risque de 50 jusqu'à 80% de développer un cancer de sein. Du coup, les patients porteuses des mutations BRCA, il y a même la place des chirurgies prophylactiques et des surveillances IRM à partir de 25 ans. Alors, les autres facteurs non modifiables, on a les antécédents personnels de cancer de sein. Alors, une patiente qui a déjà eu un cancer de sein a un risque qui est multiplié jusqu'à 4 d'avoir un autre cancer de sein. L'irradiation thoracique, surtout avant 30 ans, les patients irradiés
les patientes irradiées ont un risque de développer un cancer. L'imprégnation hormonale, comme facteur de risque non modifiable, c'est l'exposition aux androgènes internes, notamment c'est les ménarches précoces, la ménopause tardive et l'âge de la première grossesse. Alors, comme facteur de risque modifiable, vous allez trouver encore une fois l'imprégnation hormonale, mais cette fois-ci, c'est la contraception hormonale et le traitement hormonal substitutif de la ménopause, la sédentarité. Alors, il faut savoir que l'activité physique régulière réduit l'incidence de 20 à 40% du cancer de sein via la modulation de l'insulinorésistance et de l'inflammation. Il faut conseiller nos patients de faire une activité physique régulière. Alors, un autre facteur de risque, c'est le surpoids et l'obésité. Alors, parce que le surpoids post-ménopausique, il y aurait une conversion des androgènes aux oestrogènes et puis une exposition aux hormones. L'alcool et tabac sont aussi des facteurs de risque du cancer du sein. Il y a encore des marqueurs de cancer de sein. Alors, les marqueurs de risque de cancer de sein, c'est surtout la densité à la mammographie et les lésions à risque. Il faut savoir qu'une des seins denses de type BRCA4 expose à un risque élevé de cancer de sein parce qu'il y a plus de masse glandulaire et il y a des lésions à risque de développer un cancer de sein. Et dans ce cas, c'est surtout, on parle de carcinome canalaire in situ, d'hyperplasie canalaire, atypique ou lobulaire. Et pour cela, on peut évaluer le risque de développer un cancer. Il y a des patients qui ont des facteurs de risque très élevés, avec un risque relatif supérieur à 4, des facteurs de risque élevés, risque relatif 2 à 4, et des facteurs de risque faibles, 1 à 2. Alors pour les facteurs de risque très élevés, c'est surtout l'âge, la génétique, les antécédents personnels de cancer, les lésions mammaires à risque et l'irradiation thoracique. Alors pour ce groupe, c'est une surveillance assez étroite. Il y a des facteurs de risque élevés, c'est les antécédents familiaux de cancer de sein, la densité mammaire élevée, BRCA4, le cancer de sein contralatéral, l'exposition prolongée aux oestrogènes, les traitements hormonaux substitutifs, c'est-à-dire les traitements après la ménopause, c'est des risques élevés. Et puis les facteurs de risque faibles à modérés, avec un risque relatif 1 à 2, c'est l'absence d'allaitement, l'obésité, la sédentarité, la consommation d'alcool et tabac, la contraception orale et l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors avant, on évaluait le risque de cette manière, de façon... après recherche dans la littérature, actuellement après développement de l'intelligence artificielle en cancérologie et en sénologie, il y a une application, c'est le MammoRisk. On introduit les principaux paramètres qu'on introduit, c'est l'âge, les antécédents de la biopsie mammaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans les biopsies mammaires ultérieures, et puis l'estimation de la densité mammaire, et on aurait une idée sur le risque de développer un cancer de sein à 5 ans, et puis il y a même le risque, on peut avoir une idée sur le risque de développer un cancer de sein jusqu'à 80 ans. Le parcours diagnostique, alors je vous rajoute rien, vous connaissez tous comment on fait un diagnostic d'un cancer de sein. Alors on va commencer par la clinique, il faut faire un interrogatoire minutieux, une anamnèse, rechercher la date, l'apparition de la lésion mammaire, l'évolutivité, la cinétique, la notion, les antécédents personnels d'un cancer de sein et les antécédents familiaux. Et puis, on passe à l'examen sénologique. Il faut faire un examen avec inspection, palpation et palpation des aires ganglionnaires. Alors, pour l'inspection, il faut rechercher des déformations cutanées, l'inflammation, l'aspect en peau d'orange, un nodule de perméation, une rétraction. La palpation mammaire, toujours en comprimant la glande contre le gris costal, il faut préciser le nodule, sa dureté, sa mobilité. Et il faut tout rapporter sur un schéma. La palpation des aires ganglionnaires axillaires, sus et sous-claviculaires, homo et contralatérales. Et puis un examen général à la recherche de signes généraux et d'atteinte d'autres organes. Rechercher une altération de l'état général, une hépatomégalie, des douleurs osseuses et une auscultation pulmonaire. Alors sur le plan paraclinique, l'écho-mammo et l'examen de référence. Alors déjà pour l'écho mammaire, à faire systématiquement devant toute lésion détectée, il faut identifier la lésion, la localisation selon les rayons horaires, la distance par rapport au mamelon, la multifocalité et la multicentricité, la mammographie aussi. Comme j'ai dit, c'est l'examen de référence. Quand on suspecte une lésion mammaire, alors il faut faire les incidences face et oblique. Le profil doit être systématiquement en cas de lésion et permet de préciser une topographie d'une anomalie morphologique et de certaines microclassifications. Alors pour l'IRM mammaire, ce n'est pas l'examen recommandé aux premières intentions. Alors pour l'IRM mammaire, il est surtout demandé quand on a une image échomammographique difficile à caractériser, un contexte évocateur avec une échomammo qui est normale, ou encore
encore un carcinome lobulaire invasif, parce que les lobulaires, c'est en général des tumeurs multifocales et multicentriques, il faut réaliser une IRM mammaire. Alors le but des examens paracliniques, c'est d'établir la classification ACR parce qu'il va guider le diagnostic. Pour un ACR 1 ou 2, c'est normal, pas de surveillance. Par contre, pour ACR 3, c'est probablement bénin, mais on recommande une mammo après le 6e mois. Et pour les ACR 4 et 5, c'est suspect, il faut une histologie. Bien sûr, dans le parcours diagnostique, l'histologie s'impose. L'examen, en général, on fait des biopsies à l'aiguille. L'examen de référence, c'est les microbiopsies au pistolet. Ils sont généralement guidés par l'échographie. Ça nous permet aussi de faire la pose des clips pour après la chirurgie, pour faciliter après la chirurgie. Alors pour la cytoponction, elle est réservée pour des équipes entraînées, mais on peut la faire sur un ganglion axillaire. La biopsie cutanée, par contre, on la fait quand on suspecte une atteinte cutanée par le cancer de sein, quand on a un aspect en peau d'orange ou l'aspect de l'atteinte cutanée. Et dans les cas où la biopsie n'est pas concluante, on peut passer à une biopsie chirurgicale. Alors, dans le cadre d'un bilan d'extension dans le cancer de sein, alors il est recommandé de faire un scanner thoraco-abdominopelvien et une scintigraphie osseuse. C'est les examens qu'on utilise en pratique. Par contre, les deux peuvent être remplacés par un PET scanner au 18 FDG. Alors, selon les recommandations, les dernières recommandations de la Société européenne d'oncologie, l'ESMO, alors pour le diagnostic d'un cancer de sein, on suspecte une lésion. Après, il faut faire une échomammo bilatérale. Une IRM quand il y a l'indication, c'est les indications dont on a parlé. Après, il faut faire une biopsie, confirmer le diagnostic. Alors, sur la biopsie, il faut rechercher au minimum les récepteurs hormonaux, le statut HER, le KI qui est un marqueur de prolifération, et puis rechercher les mutations BRCA, parce que les mutations BRCA, il faut retenir que c'est des mutations qui ont un but theranostique. À la fois, ils conditionnent le pronostic et les thérapeutiques, parce que ça change une patiente avec un profil BRCA. C'est des nouvelles thérapies qui sont actuellement recommandées. Dans le cadre d'un bilan d'extension, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien et un scanner en fenêtre osseuse, ou sinon une scintigraphie osseuse. C'est la démarche diagnostique qui est codifiée en international. J'insiste sur actuellement, on n'a pas un cancer de sein, mais les cancers de sein. Alors le cancer de sein, c'est une maladie très hétérogène. Il y a plusieurs entités de cancer de sein. Principalement, c'est les cancers de sein hormonodépendants, ou ce que vous entendez dire les luminaux. C'est des récepteurs hormonaux qui sont positifs. C'est 65% de tous les cancers de sein. Les traitements HER2 positifs, et là, c'est des thérapies ciblées qu'on recommande pour traiter les patients anti-HER. Et puis le triple négatif, c'est 15%, et c'est le profil le plus agressif de la maladie cancéreuse. Bien sûr, pour conclure sur la partie de diagnostic, on insiste à chaque fois sur l'intérêt de la RCP. Alors, le traitement, le diagnostic et traitement d'un cancer de sein doit se faire dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire et vraiment pour prendre la bonne décision. Parce qu'actualité, il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup d'options thérapeutiques et seule la RCP peut garantir à un patient une prise en charge qui est adéquate. Alors, je passe au dépistage. Alors, je crois que c'est la partie la plus importante de la partie diagnostique parce que le dépistage est très important. Alors, comme définition de l'OMS, le dépistage, c'est la distinction entre les personnes apparemment en bonne santé, mais probablement atteintes d'une maladie donnée, et celles qui ne sont pas probablement exemptes. Alors, c'est surtout faire le diagnostic d'une maladie sans qu'elle soit apparente. Parce qu'en fait, le circuit lésion précancéreuse, décès par cancer, on ne va pas dire que ça passe très vite, mais ça passe en inaperçu. Du coup, le dépistage est recommandé. L'avantage du dépistage, c'est des traitements moins lourds et plus efficaces, des séquelles moindres, surtout les chirurgies, les mastectomies, on peut opter pour une chirurgie conservatrice. La qualité de vie est préservée et puis des décès sont évités. Alors, est-ce que vous imaginez que dans 9 cas sur 10, le cancer peut être guéri s'il est détecté tôt. Et puis, si on arrive à faire un dépistage pour 100 000 femmes, on aura 150 à 300 décès qui sont évités. Alors j'insiste sur l'intérêt de dépistage et je profite pour la présence des médecins d'autres spécialités. À chaque fois que vous avez une patiente dans votre consultation au-delà de 50 ans ou 40 ans avec des facteurs de risque, il faut conseiller de faire une mammographie de dépistage parce que ça va la sauver.
Alors, comment faire le dépistage? C'est pour les femmes entre 50 et 74 ans à risque moyen, parce qu'une femme de 50 ans, c'est une femme qui a un risque moyen de développer un cancer de sein. Alors, on doit faire une écho-mammo, un examen clinique et une écho-mammo tous les 2 ans.